Aloukou, c'est un clin d'œil aux racines guyanaises de ma mère. Elle y a construit ses armes avec beaucoup de détermination et une résilience exemplaire. Aloukou, c'est aussi le podcast du souvenir et de l'inspiration. Et surtout un big up à elle, ma daronne, cette grande dame qui a toujours su affronter les épreuves de la vie avec la plus grande des forces. J'ai toujours été proche d'elle, mais longtemps éloigné. Ce qui est sûr, c'est qu'elle m'inspire. Mes racines, mes inspirations ont contribué à construire ma personne. De ma banlieue nord du 9-5 aux territoires ruraux où j'ai pu passer, ces différents horizons font partie de moi. Aussi différents qu'ils soient, ils font partie de moi. Des expériences souvent joyeuses, parfois douloureuses, mais ça fait partie de moi. Ça, c'est une partie de mon histoire à moi. Aloukou, c'est un hommage à elle, mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ton histoire à toi. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ton histoire à toi. Nouvel épisode d'Aloukou les amis, je suis archi content encore une fois de vous proposer un nouveau podcast du souvenir, de l'inspiration, de la culture, parce que l'objectif c'est qu'on retrace, comme vous le savez, les références culturelles qui ont permis à mon invité de se déterminer. Quels sons, quelle odeur, quelle musique, quel film, quelle coutume, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a permis de devenir qui tu es aujourd'hui? Parce qu'on est tous légitimes de raconter notre histoire, d'avoir une parole forte et possiblement que ça va peut-être inspirer certaines personnes, ça va peut-être donner de la force aux petits frères et sœurs qui doutent, qui sont potentiellement dans la même situation ou pas. Bref, l'objectif, c'est comme on l'a dit dans l'intro, c'est de créer des ponts entre les gens et de montrer avant tout ce qui nous rassemble. Et aujourd'hui, les amis, je suis très honoré, très content de recevoir monsieur Dylan. Tu vas Comment ça bien? va? Très bien, merci. Et toi? Merci beaucoup d'avoir accepté mon Merci à invitation. toi de l'invitation. Je suis archi content de te recevoir parce que, bon, on aura l'occasion d'en parler dans l'épisode. Moi, je le dis tout le temps, j'aime les gens qui font des choses concrètes, positives pour soi, pour les autres et pour la société de manière générale. Et pour moi, tu fais partie de ces pépites, de ces générations de pépites qui concrètement font des choses. Merci On aura beaucoup. l'occasion d'en parler. Est-ce que peut-être, pour commencer déjà, tu peux te présenter, présenter la personne que tu es aujourd'hui? Alors moi, je suis Dylan, j'ai 23 ans. Je suis de Bagneux dans le 92. Très important. Je suis fondateur et directeur de l'association Une Voix pour tous. Ok. Et une voix pour tous. Qu'est-ce qu'une voix pour tous, Une Voix pour tous, concrètement? c'est un projet que j'ai monté avec des amis il y a maintenant 3 ans. Euh, on va en reparler, mais j'étais en lycée professionnel après un parcours scolaire compliqué et assez tardivement, je me suis rendu compte de la place sociale qu'avait le lycée pro et en même temps du silence qui l'entourait parce qu'il y a plein d'enjeux qui se croisent dans ces murs. Et donc, on a souhaité créer l'asso pour pouvoir à la fois raconter l'histoire de ce qu'est le lycée pro, des élèves qui y sont scolarisés, et aussi pouvoir penser des politiques publiques, des solutions à travers nos trajectoires en les objectivant et aussi à travers des vraies réflexions de fond en termes de politique publique. Ok, trop bien. Bah, on aura l'occasion, j'imagine, dans Mm. l'épisode d'en reparler et de voir d'où ça vient, pourquoi avoir créé cet assaut et peut-être il y a peut-être un aspect plus personnel ou qui touche plus à Mm. ton histoire ou peut-être pas du tout, hein. Ça se trouve Mm. que tu voulais juste donner ta voix pour Ouais. pour ces jeunes-là et c'est très bien parce qu'en plus les choses vous les faites concrètement. On se donnera aussi quelques secondes pour que tu nous présentes peut-être aussi les actions Ouais. concrètes que vous faites dans l'assaut parce que Mm. c'est important de parler de ce qui se passe derrière et de Mm. voir concrètement ce qui se passe. Mais voilà, l'objectif, c'est une discussion à la cool. On est Ouais. entre nous, on n'est pas dans un média chiant avec des gens chiants. On est entre nous, on discute et on se donne de la force sur Ouais. plusieurs étapes. C'est Tu vas important. pouvoir nous parler d'un objet inspirant et à la fin nous balancer ton message inspirant concrètement directement aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Ouais. Donc voilà, on va commencer avec la première étape, la première partie. Je débite de ouf, mais là ça va être à toi de, de Allez. parler beaucoup. Est-ce que tu peux présenter donc la première étape, c'est l'interview Tard à l'époque. On a Ok. appelé Tard à l'époque. Ça s'appelait À l'époque fut un temps, mais une Ouais. invitée qui est venue qui a dit on l'appelle Tard à l'époque. J'ai dit Ok. ok. Donc si à un moment donné tu as envie de renommer Ouais. une séquence dans, Ouais, très bien. dans le podcast, tu me dis Je m'impose. voilà, impose-toi. Et donc l'objectif c'est que tu te présentes et que tu présentes le Dylan de l'époque, de Bagneux de l'époque, et si possible à la troisième personne. Hein. Attends,
Il a dit à Ok. ton troisième personne, Ok, tu ok. Ouais, il à il, la troisième vas-y. personne. Donc, Vas-y. qui est ce Dylan? Où il a grandi? Dans quel environnement il a grandi? Alors, Dylan, il est né. Dylan, il est né à Clamart. J'ai fait toute ma vie dans le 92. Il a été éduqué par sa maman qui l'a élevé seul avec son frère, qui garde, donc qui a été nounou, qui est aujourd'hui assistante maternelle. Euh, Bagneux, c'est une ville qui est très intéressante à plein de niveaux, et notamment parce que enfin, je pense que en fait, tout le monde peut dire ça de sa ville. C'est une grande ville qui paraît petite, et donc il y a un sentiment de proximité qui est très très fort. Et moi, j'ai fait toute mon école. C'est une ville qui a longtemps vécu à travers sa capacité à pouvoir valoriser la culture urbaine, à pouvoir laisser la parole à ses habitants, à pouvoir montrer ce qui était peu montré à l'extérieur. Moi, ma mère, elle travaillait juste à côté. Et les parents des enfants qui gardaient me venaient constamment à Bagneux pour les événements qui étaient organisés. Et donc moi, j'ai baigné dans cet environnement où la notion de fierté, elle était très importante. Mhm. Euh, voilà. À l'école, à l'école, ça se passait pas bien. Ça s'est jamais très bien passé. Pour plein de raisons que j'arrive pas encore aujourd'hui à décrire de façon très correcte. Mais j'ai eu la trajectoire scolaire d'un enfant qui est pas bon à l'école de façon assez classique, donc qui, euh, qui s'exprime d'autres façons. Voilà. Qui s'exprime d'autres façons. Ce qui m'a beaucoup aidé, en revanche, c'est la présence d'acteurs associatifs et de structures sociales, moi, qui m'ont très très longtemps accompagné, euh, et qui m'ont permis justement d'avoir un peu une alternative à un chaos scolaire, en m'ouvrant des portes, en m'intéressant à des sujets sociétaux, culturels, Mhm. médiatiques. Moi, c'est aussi beaucoup comme ça que je me suis formé, tu vois. L'émancipation. Absolument. En fait, je m'en suis rendu compte récemment, mais c'est vrai que euh, soit tu te structures autour de, enfin, tu peux te structurer autour de l'ambition, tu peux te structurer autour de la rigueur que tu vas avoir. Quand je parle de structure, je parle d'évolution et de progression. Euh, Moi, je pense que ça a été un mélange de complexe et d'orgueil. Je me suis beaucoup formé comme ça. Ce qui fait que, tu vois, j'ai mangé beaucoup d'émissions de débat, j'ai mangé beaucoup de discours, beaucoup d'archives, Et étant jeune? étant jeune, ouais. Et de ton plein gré? J'ai commencé. Alors, il y a eu deux phases. Il y a eu une phase où, de mon plein gré, ça s'organisait comme ça, Mhm. plutôt par complexe à ce moment-là. Et ensuite, Comment ça? Quand quand je tu parle dis... de complexe, Ouais. bah, c'est que en fait, quand tu es à l'école, tu vois qui va bien et tu vois qui va moins bien. Tu vois, c'est très visible et personne peut se mentir. Et forcément, tu as envie d'avoir accès à la vie de ceux qui vont mieux. Mhm. Et donc, tu vas reprendre des codes et puis tu vas essayer de les reproduire. Euh, et à 15 ans, je me souviens très bien, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui s'appelle Manduquette, qui m'a dit la forme c'est bien, mais le fond c'est important. Et donc, en gros, lis des livres à 15 ans. Et j'ai acheté mon premier livre qui s'appelait Une histoire du monde. Et à un moment, je me suis mis une rigueur de 10 pages par jour, etc. Et ça m'a beaucoup, beaucoup fait grandir dans la façon dont moi je me percevais. Euh, Aussi dans ma capacité à, tu vois, à essayer d'avoir une réflexion plus large que simplement mon cas personnel. Et donc, j'ai beaucoup grandi comme ça, ouais. Ok. Et donc, parce que tu parlais de... Il y a eu de ton plein gré que Mm. tu t'es un peu infligé, enfin infligé, que t'as... Je me suis infligé, ouais, au Ouais, début, ouais. tu t'es C'est le infligé. bon terme. Et dans un second temps, du fait qu'on t'ait demandé de lire Mm. beaucoup, c'est cette... enfin, ça t'a obligé, toi, Mm. à aller chercher un peu plus. En fait, ça m'a mis devant une réalité. Ça veut dire que, tu vois, vu que j'ai mangé beaucoup de formes, Mhm, j'ai jamais eu de problème d'expression, mhm, mais je me repose sur ça. ouais. Tu vois, dans mes bulletins, ça a toujours été bonne expression, donc ça se passe plutôt bien en termes de forme en histoire, géographie, en français. Mais en fait, je suis né avec 3 de moyenne, tu vois. Parce que dans le fond, je suis pas bon. Mhm, Mais j'en étais conscient. Et en grandissant, tu te rends compte de tes lacunes, de tes manques.
Ce qui fait qu'à ce moment-là, je sais que moi, ça m'a mis une petite gifle parce que je me dis effectivement, tu peux pas te mentir à toi-même sur, ce que tu es capable d'avoir en termes de réflexion, en termes de projection, tu vois? C'est important de pouvoir avoir les 2 choses. Mais cette volonté de regarder des débats Ouais. ou de, ou de pousser le délire à ce niveau-là, elle t'est venue seule ou c'est justement du fait d'être dans une ville qui porte la culture ou alors c'est quelqu'un dans ton entourage qui t'a donné goût à ça? Enfin, C'est les 2. la prise de conscience, elle arrivait toute seule. C'est les 2. En fait, primaire, il y a conseil, attends, c'était quoi le nom? Élection du conseil des enfants. Ok. Campagne, américaine. On distribue des trucs, dans la cour de récréation et cetera. Je rigole quand je dis campagne américaine. Mais je gagne. À ce moment-là, j'avais, je pense, 11 ans. Heu Donc et c'est dans tu le cadre scolaire. Dans le cadre scolaire et tu vois, ça a toujours été une alternative, un peu, su aux résultats académiques et donc forcément, ça m'ouvre la perspective de l'engagement, Mhm. qui devient tout de suite très réel et très tôt. Et ensuite au collège, il se trouve en fait, il se trouve que ça se passe mal au collège, et que j'ai un conseil disciplinaire en quatrième qui me fait sortir de l'établissement. Et donc le verdict, c'est un stage de pré-professionnalisation pour préparer mon orientation en lycée pro. Mais par l'appui des structures sociales que je fréquentais, je réussis à faire un stage à l'Assemblée nationale en quatrième. Heu, ce qui, heu, ce qui est transformant, tu vois? C'était quoi les structures? C'est quel type de structure? Beaucoup, Espace Marc Lanvin, c'est un espace de jeunesse, Mhm. qui avait un enfin tous les mardis, on se réunissait pour débattre sur tous les sujets, d'actualité. Ok. Voilà. Ok, donc ouais, il y a aussi. Donc en gros, il y a toi, j'imagine, Ouais. intrinsèquement dans ta personne où tu as potentiellement une appétence pour Mmh. ça. Il y a aussi euh, les lieux culturels que tu as Ouais. pu, ou les espaces jeunesse, les espaces qui t'ont permis Mmh. de pousser le délire. Tu me parles de ces mardis, tu m'as dit? Les mardis? Ouais, mardi soir, ouais. Les mardis soirs. Ouais. Et qui t'ont permis d'avoir toutes ces petites opportunités. D'ailleurs, trop bien, Ouais. stage quatrième à l'Assemblée nationale. Ouais. Ça va, elle est belle. Ouais. Elle est très belle. Elle est très belle, surtout dans le contexte dans lequel, ça s'inscrivait, Ouais. tu vois? Et donc, en fait, encore une fois, c'est ce paradoxe-là et moi je vis mon stage à 100%, tu vois? Je raconte, tu le bruit des talons sur le marbre, Ouais. tu vois? Moi, c'est le souvenir qui me reste. T'entends le bruit des talons sur le marbre, parce que c'est un bâtiment rempli de marbre et du coup, tu te mets à marcher en attendant, que tes pieds fassent aussi du bruit et c'est anodin, mais ça te fait prendre aussi en valeur, tu Mhm. vois? Tu trouves des sapes qui vont à peu près avec l'environnement. Hem, Tu te trouves beau, c'est important, tu vois? Dans ces endroits-là. Hem et donc c'est plein de choses qui te permettent de trouver de la valeur dans ce que tu peux être. Et moi, très tôt, c'est quelque chose, dont j'ai eu l'opportunité d'avoir, accès. Donc j'ai fait 2 stages à l'Assemblée nationale en troisième et en quatrième. e et donc la question de l'engagement très tôt, elle est apparue, tu vois, dans mon parcours. Mhm. Ok, trop bien. Euh, et du coup, dans tout ce parcours, dans tout cette... parce que tout à l'heure, tu me parlais de la ville de Clamart qui avait une offre culturelle, Bagneux. Bagneux, pardon. Non, Clamart, c'est où t'es né. Ouais, c'est ça. Et ensuite, Bagneux, pardon. Ouais, bon, c'est là-bas. Nous, Ouais. on est dans le nord. Nous, on est à Ouais, c'est Sarcelles. ça, Donc, tu vois, c'est ça. mais du coup, est-ce que peut-être il y a une œuvre ou une expo, un film, un concert, je sais pas, concrètement, est-ce que t'as des choses Qui m'a marqué. qui t'ont marqué que tu pourrais nous raconter? Il y a 2 ch je vais prendre 2 trucs. Bon, il y a que les balnéolais qui pourront, comprendre, mais il y avait ce qu'on appelle la fête des vendanges. La fête des vendanges, c'était un carnaval immense, heu et le lendemain, en fait, tu avais plein de confettis qui couvraient les rues. Tu avais plein de confettis et je sais pas comment on appelle, mais tu avais des petits jouets où il y a des fils de couleurs qui Ah sortaient oui, ouais. et moi, c'est un souvenir marquant que je garde parce que c'était, l'enfance, c'est l'insouciance, tu vois? C'est ces Mhm. trucs-là et il y a un concert qu'il y a eu, il y a peut-être 10 ans, de Kerry James. Ouais. C'est facile, Kerry James, mais je le connaissais pas encore, vraiment. J'étais avec des plus grands que moi
et je me retrouve dans ce concert-là, qui donnait dans le cadre de sa bourse. Et en fait, il commence à faire banlieusard. Et là, tu as la salle qui se lève. Ils avaient tous à peu près 10 ans de plus que moi. La salle, elle se lève, il y a des gens qui pleurent. Tu vois, t'as une émotion qui traverse le théâtre. C'est un théâtre Victor Hugo. Et ça, c'est un souvenir qui m'a marqué. Parce que tu voyais que par la culture, par un objet qui est celui d'une œuvre musicale, tu avais quelque chose qui réussissait à créer de l'émotion Hmm. collective. Et moi, c'est une image qui me reste quand même gravée. Ouais. Trop bien. Et typiquement, il y a un son peut-être de Kerry James ou d'un autre rappeur qui est dans la même idée. Bon, il y en a beaucoup. Tu me lances sur ça. Attends, le combat continue. Euh, le son, le combat continue de Kerry James, je pense que ça devrait être appris à l'école. Ouais. Euh, c'est immense, tu vois. T'as plein de chants comme ça. Le 113 aussi, moi, il m'a marqué un peu plus tard, mais le son, les bronzés du 113, c'est quelque chose qui raconte nos histoires pour moi, tu vois, Mhm. Et sur quel aspect? avec une perspective. Euh, Il y a une phrase: je suis né bronzé, j'attends que mon peuple retrouve espoir, car lourde et douloureuse fut notre histoire. Hmm. Assis-toi à ma table, que je te parle de mon continent, la vie est dure, mais c'est bien connu, on aime bien le piment, tu vois. Et la dernière phrase, c'est bien connu, on aime bien le piment. Et je pense que ça, c'est un dessin de mon engagement, de nos engagements. Tu vois, c'est qu'il faut aller là où il y a de la difficulté, Hmm. parce que sinon, ça sert pas à grand-chose. Et il faut essayer d'appuyer là où c'est compliqué, là où c'est pimenté. Et moi, c'est une chanson qui me marque toujours. C'est une chanson qui te marque. euh, je le sais parce que je me permets pas de l'écouter tout le temps, tu vois. Ouais. Il y a des fois où, C'est un mood, il faut un mood, il voilà, faut il un... faut, il faut un contexte pour Hmm. l'écouter. Trop bien. Tu m'as parlé de Kerry James du Ouais. 113. Est-ce que dans ce parcours de vie, à l'époque, dans ta jeunesse, ou peut-être aujourd'hui, c'est Mm. peut-être arrivé très récemment, est-ce que tu ciblerais justement une personnalité inspirante, peut-être qui a été game changer dans cette construction, ou alors toute autre chose, hein, parce que je parle d'une personnalité, mais possiblement que c'est autre chose. Quelque chose qui a été transformant. Ouais. Euh, en fait, j'ai l'opportunité d'avoir fait beaucoup de rencontres du troisième type, parce que à chaque fois, ça s'inscrivait dans un contexte où on aurait pu penser que j'étais pas forcément le bienvenu. Mais il y a des personnes qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent encore dans mon parcours, dans l'aventure que je porte avec l'association. Tu vois, je pense à, à Daniel Saltzman qui m'a reçu en stage quand j'étais en lycée pro dans une grande agence de communication. Je pense à Florence qui m'a pareil accueilli dans une agence d'affaires publiques. Et à chaque fois, ce qui était drôle, c'est qu'à chaque fois, il y avait un étonnement de leur part sur le fait de mes candidatures ou de ma présence dans leur structure. Parce qu'en plus d'être ce que je suis sur le plan scolaire, c'était, ça dysfonctionnait. Mhm. Euh, mais il y a toujours eu, de leur part en tout cas, un vrai engagement à mes côtés. Tu vois, pour pouvoir m'apprendre avec de la rigueur, euh, avec du sérieux, mais aussi avec de la vraie générosité. Et donc ça a été effectivement déterminant. Quand tu dis, parce qu'à plusieurs reprises, et j'ai l'impression que ça fait quand même socle, tu parles de ce souci avec ce système scolaire, Mm. j'imagine, avec, je sais pas si c'est la manière d'enseigner, l'approche, ou alors, enfin toi, qu'est-ce qui, Euh, je- dans ton cas, ou alors de manière générale, si tu veux pas parler de toi personnellement. Dans mon cas, je sais même pas, je pourrais pas te dire, Ouais. parce que je pense que c'est un mélange de tout, tu vois. Évidemment Tu que, t'ennuyais? ouais, il y avait de l'ennui, mais il y avait, tu vois, forcément, il y a aussi un peu d'auto-sabotage. Il y a un contexte, structurel qui a aussi un impact sur la trajectoire scolaire, et ça, on le sait. Tu vois que ton milieu social, il détermine ton parcours scolaire en Ouais. grande partie. Mhm. Euh, mais l'école, elle dysfonctionne dans son ensemble et pour tout le monde.
forcément pour les plus faibles ou les plus mis en situation de vulnérabilité. Mhm. Et en fait, il y a plusieurs moments où ça dysfonctionne. On sait que dans les premiers mois d'une vie, on est à peu près capable de savoir qui va avoir accès à certains types de parcours académiques ou non. Tu as le moment de l'orientation en fin de troisième qui est déterminant parce que c'est là où on opère une sélection. Et ensuite, tu as tout ce qui va se passer après qui a un impact, mais un peu moins fort. Mhm. Euh, moi, ce qui me trouble quand même un peu, c'est que c'est des choses qu'on connaît, qui sont documentées, qui sont chiffrées. On sait précisément les endroits où ça va pas dans un parcours de vie, dans le parcours de vie d'un enfant. Mais il n'y a pas forcément les solutions Mhm. qui sont apportées avec. Tout à l'heure, tu me parlais de lecture et que possiblement le fait de lire des livres, ou en tout cas d'avoir lu le livre dont tu nous parlais tout à l'heure, Mm. ça a été aussi un élément game changer. Ouais. Tu continues la lecture? Est-ce que ça fait partie de quelque chose Enfin, aujourd'hui, ça. Je continue plus pour les mêmes raisons en fait pendant peut-être un an ou deux. Je lisais parce que j'avais le sentiment de devoir rattraper un retard que j'avais, euh, que j'ai eu pendant très longtemps en termes de culture euh, dite légitime. Donc la lecture pour moi ça représentait le travail que je ne faisais pas. Et donc c'était un moment intéressant parce que c'est un moment où tu rattrapes ça de façon plus approfondie et en même temps où ça te stimule, tu vois. C'est vraiment la Hmm. notion de stimulation, moi, qui m'a beaucoup porté, mais avec de la rigueur. Et progressivement, j'ai appris à aimer lire des choses qui m'intéressent, tu vois. Alors qu'avant, c'était un truc, Par exemple, euh, quel, par quel- exemple, tu vois, des livres qui parlent de culture. Là, le livre que j'ai acheté la semaine dernière, c'est un livre qui parle de la question de la succession. Et des conflits de succession au sein des familles. Hmm. Voilà. J'ai eu un autre livre juste avant qui parle de la vie dans les territoires ruraux. Je me fais plaisir. Et tu vois, c'est devenu quelque chose c'est devenu quelque chose que je me suis permis de faire. Alors qu'en termes de réflexe, c'était quelque chose de totalement absent. Euh, et encore une fois, c'est venu pour répondre à un manque initialement et c'est devenu un plaisir que je me permets. Mhm. Est-ce que tout l'aspect, peut-être, parce que tu t'as grandi en Île-de-France, et je sais que ça fait socle pour beaucoup de jeunes d'Île-de-France franciliens. Est-ce que, possiblement, je sais pas, la culture hip-hop Mm. ou alors quelque chose de plus pop culture? Est-ce que tu as des éléments comme ça que tu Ouais, consommais plus jeune? ouais, forcément, comme tu le dis, c'est quasiment dans notre ADN. Hmm. Et je tiens à dire que le rap est né à Bagneux. En tout cas, le rap français est né à Bagneux. Je crois que c'est Euh, pas que Arsenic. ouais, non, mais ils ont du potentiel. Mais Tu vois, là, il va y avoir bagarre, là, on est obligé. non, il y a pas bagarre. Il y a Vérité, vérité après alors bagarre. le rap, l'importation du rap, c'est un DJ Dynasty qui vient de Bagneux, qui apporte le rap, qui fait les premières émissions de rap en France. La première rappeuse aussi venait de Bagneux. Mais bon, c'est anecdotique. Moi, une grosse dédicace aussi à Tony Tchadeux, parce qu'en fait, du coup, dans l'espace Marc Lanvin, il y avait des ateliers graphes. Mhm. Et moi, c'est les premiers moments où, en plus de la consommation, j'ai eu la possibilité d'être dans une participation à ça. Mhm. Et donc, tu vois, ils nous emmenaient faire des murs euh, de façon tout à fait légale, mais des Et murs même illégal, hein, ça fait partie de la culture, hein. absolument. Et tu vois, on faisait des murs, on taguait, on graffait, c'était formidable, tu vois. On était avec des vrais mecs qui venaient de partout dans le monde, enfin, qui faisaient des choses incroyables. Et donc, t'es immergé dans ça très tôt. Mhm. Euh, et donc, ouais, pour moi, ça a été un moment effectivement clé où en plus de consommer, tu étais aussi dans la revendication, tu vois, de Mhm. ta culture. Et c'est de vrais souvenirs, ouais. Parce qu'il y a aussi une partie très. Je parle de culture hip-hop parce que moi, enfin, c'est une culture que j'ai commencé à comprendre tard. Mm.
Et il y a une vraie partie, comme tu dis, de revendication, de Mm. transgression aussi, parfois, d'appropriation et de réappropriation des lieux physiques Mm. et de tout l'héritage Ouais, qui a été donné. Donc c'est je trouve ça hyper stylé que, tu vois, on parle de culture hip-hop, il y en a beaucoup qui parleront direct de rap, ouais. mais il faut aussi savoir que C'est un mouvement. le graphe, c'est un mouvement et le graphe en fait partie. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, de ce que je comprends, la distinction, tu avais une distinction dans l'ensemble culture hip-hop, mais qu'en fait, il y avait tout était lié, tu vois, la danse, le graphe, Le DJing. voilà, exactement. Et peut-être qu'on peut considérer, tu vois, moi je pense qu'on a un élément commun, en tout cas qui pour moi est important dans nos engagements, qu'ils soient culturels, médiatiques ou politiques, associatifs, c'est la question de la colère, c'est la place de la colère. Et, euh, et c'est peut-être finalement la, la poursuite de l'aventure hip-hop, tu vois. L'existence qui pour moi est indispensable dans nos engagements. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être moteur, elle doit être motrice toute seule, mais elle doit avoir une place importante dans nos Mhm. engagements. Parce que si on n'a pas de colère, finalement, on perd un peu la source Mhm. de ce qu'on doit porter. Et ben, c'est un vrai beau message et je te rejoins pour 1000. C'est pas moi qui vais te contredire Ouais, aujourd'hui et tu vas pas avoir de contradicteur en ouais. face de toi, en tout cas sur ces questions-là. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton asso, de manière très concrète et Ouais. pragmatique de ce que vous faites, qui vous êtes, etc. pour que si jamais ça intéresse certains ou certaines d'aller voir un peu plus. L'asso aujourd'hui, on est une équipe de 5 salariés, plus des bénévoles et des volontaires. Euh, le parti pris, c'est de se dire que ce qui doit nous guider, c'est la politique publique et qu'on ne peut pas être dans une action qui se limite à du programme. Parce que, en fait, d'abord, on finit par s'ennuyer. Et ensuite, on existe pour faire vivre des choses qui n'ont pas vocation à devenir systémiques. Et les expériences que j'ai eues, moi, m'ont permis de comprendre qu'en fait, la seule chose qui vaille, c'est ce qui va pouvoir être systémique, tu vois. Hmm. Si demain on a un programme, on touche 100 personnes, c'est bien. Mais on est 67 millions en France et des gens qui sont en galère. Il y en a, tu vois, en politique de la vie, il y a 6 millions de personnes qui vivent dans ces territoires-là. Hmm. Et donc, on ne peut pas se limiter à ça. Du coup, le parti pris de l'assaut, c'est de se dire qu'on pense des questions, des solutions de politique publique et ensuite on les décline en programme. Hmm. Donc aujourd'hui, l'assaut, on a trois champs d'action. On a un premier champ d'action qui est de l'ordre du coup de l'institutionnel. On a 40 propositions qu'on défend, notamment C'est du par plaidoyer. plaidoyer, notamment par un groupe de travail à l'Assemblée nationale, un groupe de travail au Sénat, une mission d'information à l'Assemblée nationale, et ensuite du travail qui se fait soit sur des textes ou des amendements que nous on porte, soit sur lesquels on se positionne. Donc concrètement, vous travaillez directement avec, enfin vous soumettez des mesures à des députés ou aux parlementaires, etc. C'est ça? Ouais, c'est ça. Soit on soumet des mesures, soit on nous sollicite pour réfléchir à des mesures, Ok. soit on fait porter des mesures au Parlement ou quand ça vient du ministère. Ok. Voilà. Ok. Donc il y a ce premier axe. Ensuite, il y a l'axe programme expérimentation où l'idée c'est de pouvoir se dire qu'on a une idée, on la teste et on l'évalue. Et donc on a une première expérimentation qu'on a lancée, qu'on opère entre la Somme dans le nord, le Val d'Oise chez toi, à Sarcelles, qui n'est pas la ville dans laquelle le rap est né, et en Guadeloupe sur l'accès des élèves de lycée pro à l'enseignement supérieur. On a une autre expérimentation qu'on a lancée à Marseille sur un programme de bourse pour des filles en lycée professionnel, qu'on opère dans plusieurs établissements de la ville où elles sont financées et accompagnées sur 3 ans, essentiellement sur du social. On a un autre programme qu'on fait entre Grigny, Marseille, Toulouse et Aubergenville dans le 78 sur la parentalité. Donc comment Mhm. est-ce que les parents, en particulier les mamans, se réapproprient l'espace scolaire et apportent aussi des solutions systémiques à partir de l'expérience. Comment est-ce qu'une expérience devient une expertise? Mhm. Elle aussi travaille d'ailleurs sur des propositions de loi qu'elles ont eu l'occasion de présenter une fois à l'Assemblée nationale et une fois au Sénat. Donc Euh, directement, en fait, vous faites vraiment du coup le lien entre la population
et des problématiques concrètes, Ouais, par le biais de groupes de travail. Et ces personnes-là, parce qu'il y avait vraiment il y a vraiment une dimension aussi de citoyenneté. absolument. D'innovation démocratique. C'est aussi Ouais. c'est ce sur quoi on travaille aussi. C'est dire que en fait, tous les problèmes que tu vas rencontrer, en tout cas, si tu as pas de solution, c'est que tu as pas de problème. Et les problèmes que tu rencontres, en fait, ça peut nourrir une expertise. Mhm. Tu vois, par exemple, les petits du groupe de travail à l'Assemblée nationale, t'en as qui sont pas nés en France, qui disent la difficulté pour les parents quand ils parlent pas le français, c'est de se rendre dans un espace scolaire qui déjà est violent et en plus dans lequel ils sentent qu'ils n'ont pas la place. Donc une des propositions, ça va être de rendre possible à la fois la mise en place de gardes d'enfants dans les établissements scolaires, Mhm. la Ouais. création d'un bureau de la parentalité qui se charge exclusivement d'assurer le lien entre les familles et l'établissement scolaire et la possibilité d'avoir des traducteurs mis à disposition dans le cadre scolaire. Tu vois? Mhm. Expérience, expertise. Mhm. Les mamans, elles disent, «On a un sujet quand, quand des enfants sont virés de leur établissement scolaire, sur le papier, le rectorat et l'académie sont obligés de rescolariser les petits, parce que tu peux être viré pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Mhm. Dans les faits, on a plein d'élèves qui ne vont plus à l'école pendant 1 an, voire 2 ans». Tu vois? Donc leur proposition une des propositions de loi qu'elles ont présentées, c'est de systématiser la réaffectation dans l'établissement de provenance, tu vois? Et Mhm. en fait, on peut se dire que c'est un élément, qui devrait être normal, mais ça l'est pas. Et donc, vraiment se dire que des expériences ont construit des expertises. Mhm. Donc on associe ce travail, voilà, à ces expérimentations. On a des programmes aussi en Île-de-France, sur les 3e prépa métiers, hem et dans la région lyonnaise. Et puis on a tout un travail autour de la valorisation, des parcours et des trajectoires du lycée pro. On a lancé cette année-là les Pro d'or, donc une cérémonie qui récompense les acteurs de la voie professionnelle. Donc voilà un peu, ce qu'on fait avec l'association. Lourd. Rappelle-nous ton âge. 23, Dinguerie. merci. Voilà. Donc là, on peut drop the mic. C'est une dinguerie. Quand j'entends tout ça, et ça fait même écho à un invité que j'ai reçu, Emre, Mmh. je me dis, mais en fait, il y a des ressources. Il y a des Ouais, ressources dans la jeunesse. Il y a des ressources auprès de nos petits frères et sœurs, auprès parfois d'anciens, même si parfois c'est un peu. Je vais me faire insulter, mais c'est un peu caduque parfois. Mais bon, bref, il faut aussi parfois mmh, l'expertise d'anciens. Mais il y a des ressources. Et je trouve ça incroyable, tout ce que vous mettez en place. Et que tu sois déjà boss de ton mmh, asso, merci. de ton dispositif, avec en plus 5 salariés. Donc quand on connaît Mmh, l'envers du décor de salarier des gens, et ben on se dit que c'est quand même qu'il y a un big boulot qui est fait derrière et ouais, qu'il y a quand même un modèle économique qui est plutôt viable. Donc franchement, lourd, big up pour ce que vous faites. merci beaucoup. C'est important de se le dire, et c'est aussi l'objectif d'Aloukou, hein, de ce podcast, c'est de voir en fait d'où tu viens, Ouais, comment tu t'es construit. Tu nous as parlé un peu de certaines difficultés scolaires que tu identifies pas totalement, tu sais pas trop d'où ça vient. Tu nous as parlé de tous les dispositifs desquels tu as bénéficié, mmh, que ce soit culturel, que ce soit des dispositifs de la ville dans laquelle tu as grandi. Moi, je trouve ça ouf de voir aujourd'hui où mmh, t'en es, ce que tu fais. C'est très concret, tu vois. On mmh, peut en parler, on peut mmh, faire du blabla, dire je veux faire, je veux faire. Là, c'est mmh. très concret. Et moi, je trouve ça lourd. Et c'est vraiment pour ça, pour aussi ces profils-là, que j'ai décidé de monter ce podcast. Donc, déjà, merci. Merci à toi. Vraiment lourd. On va pouvoir passer à la fin. Il nous reste un peu moins de 5 minutes pour pouvoir clôturer Mmh. ce podcast. Peut-être que tu nous parles d'un objet ou d'une chose qui serait, qui, serait, qui serait forte pour toi, et qu'à la fin, tu puisses balancer toi directement à ta caméra qui est face à toi là-bas, ton message inspirant aux gens qui nous écoutent. Vraiment, que ce soit. Enfin, tu fais ce Mmh. que tu veux, tu chantes, tu danses. Si tu veux, tu fais même du graphe là. Si tu... Bon, peut-être pas là, parce que bon, Baya va Je vais nous. recevoir la facture. Tu en sors la facture de Podblend. Mais voilà, par le médium que tu veux, par ce Ouais. que tu veux, que tu balances ton message. Est-ce que déjà tu peux nous présenter euh, l'objet ou l'histoire derrière cet objet? Moi, l'objet qui me parle beaucoup, c'est l'horloge. C'est la montre et c'est la question du temps. On est sur, je prends Ouais. une horloge. Ah, voilà.
Une magnifique horloge. Servez-vous dans le décor, les prochains invités. Absolument. N'hésitez pas, on a de l'horloge, on a du vinyle. Absolument. N'hésitez pas. Et du coup, l'horloge, pourquoi? Parce que nous, on est sur un sujet qui est celui de l'orientation, euh, qui est aujourd'hui pensé seulement dans le cadre scolaire, mais qui en fait a une implication dans un parcours de vie. C'est-à-dire que en troisième, on te dit t'es pas bon à l'école, t'as des problèmes de comportement, t'es pas assez présent, ou t'as pas la bonne couleur, ou t'as pas la bonne adresse, on va t'envoyer en lycée pro, on va t'envoyer en CAP, en bac pro. La question qui se cache derrière, c'est quelle place est-ce qu'on laisse aux individus pour être acteurs de leur destin, être acteurs de leur parcours de vie. Et en fait, c'est la question de la vie, tu vois, c'est la question de la place de l'épanouissement dans un parcours de vie. Par exemple, euh, travailler dans le BTP, ça t'enlève 5 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, on le sait. Orienter un petit en bac pro ou en CAP dans les métiers du bâtiment, c'est aussi lui arracher 5 ans de vie, globalement, tu vois. Et donc, c'est la question du choix. Et, euh, et c'est important parce que c'est aussi la question du temps qui nous reste. Quelle place est-ce qu'on a pour construire ce qu'on veut pour le temps qui nous reste. Euh, et donc, moi, c'est un objet qui me plaît beaucoup. Aussi parce que dans l'aventure qui est la nôtre, et on a le privilège d'être dans un secteur d'activité, dans un métier qui nous permet de construire des souvenirs. Mhm. euh, je pense qu'une des choses qui est la plus belle et en même temps la plus douloureuse, c'est la, tu vois, c'est justement le souvenir, tu vois, c'est la nostalgie. Mhm. Voilà. Et donc c'est pour ça que l'horloge, ça me semble être un objet qui parle d'abord à tout le monde et puis qui traduit bien aussi ce qu'on essaie de faire. Et le temps, ça fait partie de ces denrées rares et qui ne se Absolument. régénèrent jamais. Donc, tant qu'il y a encore temps, tant qu'il est encore possible, et ça, c'est un message que j'aime bien balancer à chaque fois, c'est faites ce qui vous anime. Mm. C'est hyper important, ça paraît hyper bête dit comme ça, oui, ok, fais ce qui t'anime. Non, trouve ce qui te fait C'est vibrer essentiel. Ouais. et fais ce qui t'anime. Vraiment, faites ce qui vous C'est anime. essentiel. Donc voilà, merci pour ce petit plaidoyer sur le temps. Mm. Tu vois, il y a aussi un peu de poésie dans le coup, le temps. J'ai lancé un temps pour tous, nouveau projet. Voilà. Il y a aussi un grand écrivain, grand, une grande personne de la culture qui a dit le temps m'a réparé. Oh, le temps m'a réparé. Taïk, on pense à toi. Ah ouais. Chacun dans son aspect utilisera ce terme de temps comme il le souhaite. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un beau message et Ouais. c'est hyper stylé. Est-ce que tu as peut-être un autre message à faire passer directement? Normalement, c'est le temps qu'on appelle la carte blanche, où Ouais. justement, là, tu peux t'exprimer directement. Tu parles pas à moi. Moi, j'existe Ouais. plus. Tu as ta cam face à toi. Tu as la France qui te regarde. Il y a aussi Saf qui est derrière la cam qui te regarde. Marwan qui dort. J'ai Et- décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Non, ce qui est important de se dire pour moi, c'est que, en fait, et c'est simple à dire aujourd'hui de la position qui est la mienne, euh, tout ce qui peut constituer de la souffrance, parfois du sentiment d'humiliation, un sentiment de perte de contrôle, demain, en fait, ça va devenir une richesse tellement forte parce que ça va vous permettre de construire le socle sur lequel vous allez pouvoir structurer votre parcours, structurer votre engagement, structurer votre ambition. Donc, pour ceux qui sont dans une trajectoire en particulier scolaire ou sociale qui leur est aujourd'hui défavorable, perdez pas l'espoir et considérez que le temps, demain, pourra vous donner raison et faire de pareil, de votre souffrance une solution en inversant le regard sur vous. Eh ben, bravo. Merci Dylan. Merci à toi. C'est un discours utile, à mon sens, qu'il faut porter davantage pour nos prochains. Moi, j'ai coutume de dire, parce que je suis engagé dans des assos de jeunesse pour les petits frères et sœurs, parce que c'est l'avenir. Nous, Mm. on est déjà l'avenir de nos anciens. Mm. Les petits frères, c'est l'avenir De de, nous. de nous et de la future société dans laquelle on Mm. souhaitera se déterminer. Merci pour ce temps, pour ces messages forts que tu as apportés aujourd'hui. Est-ce que si jamais il y a des gens qui veulent donner de leur temps, s'engager dans ton asso, est-ce qu'il y a possibilité? Comment on peut devenir Ouais, bien bénévole? sûr, ils nous envoient un message et avec grand plaisir. Ouais. Donc c'est quoi sur le compte Insta, C'est ça, ouais.
compte Insta. Vas-y, tu peux. Une voix pour tous, logo bleu. Et tout est à dispo. Bon, en vrai, de toute façon, vous verrez sur les réseaux, il y aura tous ces trucs. Ouais. Donc, n'hésitez pas à vous checker, vous cliquez, vous allez voir. Et franchement, si vous voulez vous engager, vous donner de votre temps concrètement et avoir un poids, donc n'hésitez pas. C'est hyper important de donner de son temps, du temps. Franchement, le titre, ça va être Aloukou, le temps. Incroyable. Merci. Le temps qu'il nous reste. Merci à vous qui avez écouté, regardé cet épisode. On est partout, encore une fois, sur toutes les plateformes. Écoutez, regardez, partagez. Et c'est un truc que j'ai pour coutume de dire, c'est écoute ce podcast, partage-le à une personne de ton entourage, qui le partagera à une personne de son entourage, qui le partagera à une personne de son entourage. Youssoufa, j'allais le dire, bravo. Et c'est l'idée de ce truc parce que c'est une chaîne de solidarité, c'est une chaîne de transmission. Voilà, hein, peut-être qu'il sera pas audible pour toi, mais peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc partage-le et puis c'est l'histoire d'Aloukou. Fais ce qui t'anime. Et voilà, on peut se quitter sur ceci. On m'a dit aussi, il faut dire aux gens de commenter, de liker tout ça. Faites-le ou le faites pas, mais faites-le si vous en avez envie, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très bientôt, très vite pour un nouvel épisode. Merci Dylan. Merci à toi. À plus.